La minute du conseiller, l'invité du jour. Hygiène et protection de l'oreille, c'est le sujet qui nous rassemble ce matin dans le cadre de cette nouvelle rencontre de la minute du conseiller. Et pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir avec nous ce matin le docteur Jacqueline Alimé. Bonjour docteur. Bonjour révérend. Comment allez-vous? Bien, merci. Bonjour aux auditeurs. Voilà, docteur Jacqueline Alimé est médecin, spécialiste ORL. Je crois qu'on nous rappelait quoi? ORL, c'est Otorhinolaryngologie. C'est-à-dire? Le spécialiste qui s'occupe des problèmes d'oreille, donc des problèmes du nez, rhino, et des problèmes liés au cou, laryngologie. Ben voilà, donc chers auditeurs, nous gardons nos bonnes habitudes. Nous vous l'avons souvent dit, quand nous avons la possibilité d'avoir de la ressource disponible à la radio, il faut la traiter. Donc je donne le mot d'ordre avant. Il faut extraire le maximum d'informations, le maximum de conseils. Sinon, quand vous allez aller en consultation, ça va coûter cher. Donc il faudra profiter de sa présence ce matin. Donc le docteur Jacqueline Alimé, médecin spécialiste ORL, qui est avec nous ce matin pour aborder ce sujet, hygiène et protection de l'oreille. Il arrive que nous rencontrions tellement de difficultés, que nous nous livrions à tellement de pratiques, et ce matin nous voulons, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, sous sa conduite, tirer les choses au clair. Alors docteur, s'il fallait déjà parler de l'oreille, déjà, est-ce qu'on peut avoir une description de l'oreille, vous qui êtes du corps, parce que le plus souvent, je ne suis pas certain que nous les profanes, tel que nous décrivons l'oreille, c'est ainsi que vous voyez l'oreille. D'accord, merci révérend pour la question. En fait, l'oreille est un organe de sens. Depuis l'école primaire, on parle des 5 sens. L'oreille est donc cet organe de sens-là qui est situé au niveau des faces latérales de la tête. Le plus souvent, on a 2 oreilles. Je dis le plus souvent parce qu'il peut arriver que certaines personnes aient des malformations et qu'ils aient une oreille unique. Donc, chez la plupart des personnes, on a 2 oreilles. Et l'oreille, en principe, a 3 parties. Il y a cette partie visible-là qu'on appelle le pavillon de l'oreille, qui est formé d'un repli de plusieurs cartilages. Il y a maintenant à l'intérieur de l'oreille, il y a le canal qu'on appelle le conduit auditif qui va mener vers l'oreille moyenne. L'oreille moyenne elle-même étant constituée du tympan et des osselets qui vont nous permettre d'entendre. Et à l'intérieur, après l'oreille moyenne, on a l'oreille interne qui est chargée de transmettre le message nerveux depuis l'oreille même jusqu'au niveau du cerveau. Donc ça veut dire que ça part de ce que nous voyons ici, c'est ce qu'on appelle en français classique le lobe de l'oreille. Le pavillon de l'oreille. Donc ça va jusqu'à l'intérieur. Jusqu'à l'intérieur. D'accord. Alors, lorsque on parle de l'hygiène de l'oreille, ça renvoie à quoi exactement? Lorsqu'on parle de la notion d'hygiène de l'oreille, il s'agit de quoi? D'accord. La notion d'hygiène de l'oreille va renvoyer à un ensemble de mesures, un ensemble de précautions qu'il faut prendre pour préserver l'oreille, pour la protéger déjà. Et pour protéger également l'audition, qui est l'une des fonctions de l'oreille. Parce que j'ai oublié de le dire, l'oreille ne sert pas seulement à entendre. L'oreille intervient également dans l'équilibre. Voilà pourquoi. C'est-à-dire? Voilà. C'est pas l'oreille, par exemple, que vous pouvez connaître quelle est la position des différents, la position de vos différents organes. Le plus souvent, quand les patients ont des vertiges, il est fréquent qu'on les envoie chez un médecin ORL. Oui. Pour checker un peu l'oreille, pour se rassurer que l'oreille va bien. Donc l'oreille a ces 2 rôles-là, l'audition et l'équilibre. Donc ça dit qu'un vertige peut avoir pour cause un problème au niveau de l'oreille. Effectivement. Sans qu'il y ait une douleur à l'oreille, sans qu'il y ait aucun signe qu'on ressente. Effectivement, juste le vertige peut renvoyer à un problème de l'oreille. Ben voilà, justement, parlant de problème de l'oreille, je voudrais quand même déjà revenir. Nous avons constaté, là maintenant je ne sais pas dans quelle partie de l'oreille ça se trouve, il y a ce truc pâteux. Bon, ça dépend. Mais là, je vais parler comme un enfant. Il y a cette saleté qu'on constate dans l'oreille là, qui est un peu pâteuse, que je pense qu'on appelle dans votre langage le cérumen. Déjà, quel est son rôle, quelle est son importance, et déjà, de quoi est-ce qu'il est constitué? Comment on arrive là? Est-ce une saleté? Est-ce que c'est normal? D'accord, merci pour la question. Déjà, il faut comprendre que le cérumen, c'est ce liquide marron là, qui est huileux, qui est gras, qui est épais, qui est produit dans le canal. Je vous ai parlé d'un canal qui relie l'oreille, qu'on voit l'oreille externe à l'oreille moyenne. Donc à l'intérieur, il y a ce canal-là. Il y a des toutes petites glandes qui vont produire ce cérumen. Ce cérumen est constitué de plus souvent de corps gras et il va jouer 3 rôles principaux. Le premier rôle, c'est qu'il va jouer, il va se présenter comme un film qui va se déposer là au niveau du canal pour le protéger peut-être de l'entrée des poussières, de l'entrée des petits insectes. Le deuxième rôle, c'est qu'il va jouer un milieu favorable pour la protection de l'oreille, par exemple contre certaines bactéries, contre certains champignons.
Et ce truc qui ressemble à une saleté, ce truc qui ressemble à une saleté est en fait un liquide de protection de l'oreille. Ok. Et le troisième rôle, c'est que le cérumen va un peu lubrifier le canal dont je vous ai parlé, parce que ce canal-là ne doit pas être sec. Dès qu'il est sec, vous aurez d'autres problèmes de l'oreille. D'accord. Bon, maintenant, le cérumen, tout à l'heure, on vous a entendu parler de liquide. C'est vrai, le plus souvent, quand on met le coton-tige, on va revenir. Je suppose qu'on va subir beaucoup de censure ce matin avec votre intervention. Quand on met le coton-tige, il y a des moments où, justement, on constate qu'il s'agit d'un liquide, d'une espèce d'huile, mais il y a des moments où c'est une couche épaisse. Est-ce que dans les deux cas, c'est normal? Est-ce qu'il y a un cérumen de forme plus normale qu'un autre dans l'oreille? D'accord. Déjà, il faut comprendre que le cérumen est censé s'écouler tout seul de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il est comme ce tapis roulant là, il défile, et puis il s'extériorise tout seul. Maintenant, il arrive que chez certains individus, ils produisent en excès ce cérumen là. Certains individus vont en produire en excès. Voilà pourquoi eux, ils vont devoir venir constamment à l'hôpital pour que l'on fasse par exemple des lavages d'oreilles. Ils vont faire constamment ce qu'on va appeler des bouchons de cérumen. Donc en fait, c'est parce qu'ils en produisent en excès qu'ils se retrouvent stockés et qu'ils deviennent un peu comme un amas, comme quelque chose qui bouge plutôt. C'est une des raisons. La deuxième raison, c'est la mauvaise utilisation des cotons-tiges. Bon, d'accord. Puisque vous en brillez autant qu'on y aille, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques en matière d'hygiène d'oreille? D'accord. Et que partant de vos connaissances, partant aussi de nos pratiques courantes, parce que je pense quand même qu'avant que vous soyez médecin, vous avez été comme nous autres, donc partant entre les pratiques courantes que vous avez observées et puis l'avis scientifique de la scientifique que vous êtes, qu'est-ce qu'on peut identifier comme étant une bonne pratique ou alors une mauvaise pratique en matière d'hygiène de l'oreille? D'accord, permettez-moi de commencer d'abord par les mauvaises pratiques, parce que c'est ça qui est utilisé chez environ 99% de la population. Le coton-tige n'a pas été créé pour être envoyé dans l'oreille. Il a été conçu pour nettoyer le pavillon de l'oreille. Cette partie de l'oreille que vous voyez là, celle qui est à l'extérieur. Celle qui est à l'extérieur est juste l'entrée de l'oreille. Il n'a jamais été conçu pour être envoyé dans l'oreille. Ce qui se passe quand on l'envoie dans l'oreille, c'est qu'on tasse ce cérumen là et il va former une boule. Ça, c'est de 1. De 2, maintenant, il y a aussi un risque que vous oubliez ce coton-tige là dans l'oreille. Ou alors une partie, en créant ainsi des infections et des problèmes plus tard. On envoie souvent des patients avec à l'hôpital. Oui, mais il y a un raccourci qu'on a vite pris quand on a compris ce que vous dites là, c'est que, ok, puisque le bout du coton risque de rester, on va l'humidifier avec la salive et puis on introduit pour qu'il reste collé sur la tige. Là, on a réglé au moins des problèmes que vous soulevez, puisque le coton ne va pas rester. Bon, en fait, les médecins vont déconseiller de mettre n'importe quoi dans l'oreille. Donc, l'oreille n'a pas été conçue pour envoyer des choses, que ce soit les clés de maison, les clés de voiture, ou bien les cure-dents pour aller gratter ou encore la bûchette d'allumettes. Voilà, toutes ces choses-là, vous êtes susceptibles non seulement de les oublier dans l'oreille, mais de 2, de perforer par exemple le tympan. Mais on fait comment quand ça démange? Quand c'est généralement, c'est vrai, ça démange qu'on met. Voilà, on en vient maintenant aux bonnes pratiques. Donc, ce qu'on conseille pour nettoyer l'oreille, c'est de prendre un mouchoir, de l'humidifier, de l'enrouler sur le petit doigt et de nettoyer juste l'entrée de l'oreille. Voilà tout ce qui est conseillé, mais on n'envoie rien dans l'oreille. Mais si ça démange des dents? Oui, révérend, si ça démange, comme j'ai dit, on prend le petit doigt. On met comme ça et on secoue comme ça là. On dit que arrête de me déranger là dans l'oreille. En principe, s'il n'y a pas une autre cause vraiment grave, normalement, la démangeaison devrait s'arrêter. D'accord, mais là, on note quand même, ça veut dire le risque du coton-tige, c'est l'entassement du cérumen dans l'oreille. Le risque que le coton, je veux dire, le bout de coton puisse rester. Est-ce que parfois aussi, cela ne peut pas provoquer des lésions? Parce qu'il y a quand même eu des personnes qui ont été surprises qu'en utilisant du coton-tige, qui ressortent avec du sang. Est-ce que l'utilisation peut provoquer des lésions? Dans ce cas, comment est-ce qu'on va comprendre ces lésions, puisque l'oreille est censée être lubrifiée par le cérumen? D'accord, merci pour la question. Déjà, en envoyant le coton-tige, comme j'ai dit, il y a un risque de traumatiser d'abord le conduit auditif externe. Ce canal-là. Donc, vous êtes en train de léser un peu, de détruire un peu cette peau-là qui est déjà d'abord assez fine, qui est déjà assez fragile. Ça, c'est de 1. De 2, maintenant, vous êtes à risque de perforer le tympan. En envoyant trop loin le tympan, il peut se percer.
Donc en fait, cet acte que nous posons pour nous sentir bien peut constituer quelque part un acte d'agression de l'oreille. Effectivement. Alors j'essaie un peu d'imaginer des personnes qui le font plusieurs fois par jour, parce que moi j'ai déjà eu à écouter des personnes, c'est plusieurs fois par jour. Tout de suite là, c'est le capuchon du stylo qu'on va mettre dans l'oreille, c'est la bûchette d'allumette, et puis on dit ça démange régulièrement. Donc, ok, ça c'est, nous avons compris la mauvaise pratique, l'utilisation du coton-tige dans l'oreille. La bonne pratique, c'est que lorsque ça démange, ou bien lorsqu'on a l'impression qu'on a ce malaise-là, on utilise un mouchoir qu'on va mouiller, on va enrouler au bout du doigt, et voilà, et puis on va essayer de nettoyer. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore avoir sur la liste des bonnes et des mauvaises pratiques? Bon, je pense qu'on a fait le tour des mauvaises pratiques. Le plus souvent, les médecins ORL vont déconseiller les cotons-tiges. Parce que même quand comme on est en train de parler là, je suis en train de vous dire comment est-ce qu'il faut utiliser le coton-tige. Je suis sûr que 99% de la population ne comprennent pas. Donc, ce que le médecin ORL va vous dire, c'est n'utilisez pas le coton-tige pour nettoyer. Du tout. Même la partie extérieure? C'est mieux. C'est mieux de ne même pas. Oui, parce qu'on va commencer par l'extérieur et puis on sera forcément on va se retrouver à l'intérieur. Bon, mais là, moi, je voudrais un peu revenir sur d'autres. Moi, je reste un peu au niveau des pratiques courantes, des personnes qui mettent, par exemple, du citron dans l'oreille parce que voilà, elles auraient appris que en cas de démangeaison, on leur aurait dit en cas de démangeaison, le citron peut calmer. Est-ce que ça peut présenter un problème au niveau de l'oreille? D'accord, maintenant que vous en parlez, il n'y a pas seulement le citron, il y a même le manyanga, parce que la plupart du temps, les patients arrivent à l'oreille, arrivent à l'hôpital, l'oreille faisait mal, on a mis le manyanga. On dit que ça calme justement. Tout ce qui est un peu potion traditionnelle, tout ça, n'introduisez pas ça dans votre oreille, s'il vous plaît. Déjà, de 1, vous risquez d'aggraver les lésions, parce que si c'est réellement une infection, vous risquez d'aggraver les lésions. Et puis de 2, si le tympan est déjà perforé, ça risque encore d'entrer maintenant dans l'oreille interne et provoquer d'autres problèmes, peut-être des problèmes de surdité plus tard. Bon, mais non, peut-être, je préfère laisser aux auditeurs le soin de rebondir là-dessus, chacun avec ses pratiques. Nous rappelons, chers auditeurs, que pour l'instant, vos questions, vos préoccupations, vous pouvez les envoyer par SMS ou WhatsApp, au même Telegram, au plus 237 696 15, 95 88 plus 237 696 15, 95 88 pour l'instant, uniquement. Donc, et si vous choisissez justement nous contacter par SMS ou WhatsApp, signez votre message. Donc, vous nous dites depuis quel pays, pour ceux qui sont hors du Cameroun, depuis quel pays, quelle ville vous nous contactez, pour ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, depuis quelle ville du Cameroun et quel quartier vous nous contactez et comment est-ce que on vous appelle. Hygiène et protection de l'oreille, c'est le sujet qui nous rassemble ce matin. Nous sommes avec le docteur Jacqueline Alimé qui est spécialiste ORL et nous en apprenons encore aujourd'hui. C'est vrai que on est en train d'être un peu brutalisé par rapport à nos petites habitudes qui marchaient, parce que jusque là quand même, je pense que je ne serais pas surpris quand nos auditeurs me disent j'ai toujours fait ça, j'ai jamais eu de problème. Alors ce qu'on est en train de me dire que ce matin, on va gérer ça comment? Donc les bonnes et les mauvaises pratiques, nous avons appris pas mal de choses et il y a encore certainement que nous en parlons. Nous voulons revenir un peu, docteur. À quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter de la santé de l'oreille? Est-ce qu'il y a des signes qui indiquent que ici mon oreille a un problème et il faudrait que j'aille consulter? En dehors peut-être de ce qui arrive lorsqu'on a l'impression que l'oreille est bouchée. Là, ce qu'on a compris de votre développement tout à l'heure, c'est que justement l'usage du coton-tige va renvoyer le cérumen, donc on peut avoir cette sensation d'oreille bouchée. Mais à quel moment est-ce qu'on devrait s'inquiéter, on devrait être alerté qu'il y a un problème au niveau de l'oreille? D'accord, merci pour la question. Déjà, l'oreille qui coule. Tout genre de liquide, l'oreille ne doit pas couler du pus. Ça, c'est de 1. Déjà, ça veut dire qu'il y a une infection quelque part, le plus souvent bactérienne. Et là, il faut venir consulter. L'oreille ne doit pas couler du sang. En aucune manière, l'oreille ne doit couler du sang. Et l'oreille ne doit également pas couler. Il y a souvent ce liquide clair là qu'on voit dans certaines otites qu'on va dire chroniques. Ça coule là comme de l'eau. On a l'impression que non, c'est normal, tout va bien et tout, mais c'est pas normal. L'oreille ne doit pas couler un liquide clair là en permanence. Là, il faut venir à l'hôpital. Si vous avez ces trois indications-là. L'oreille qui démange excessivement, je précise excessivement parce que l'oreille de tout le monde va démanger un peu de temps en temps. Oui. C'est dû à certaines substances qui sont dans le cérumen. Mais ça ne doit pas être des démangeaisons excessives. Genre, qui met mal à l'aise. Toutes les 30 minutes, il faut... oui. Pour ça, il faut venir consulter. Il faut qu'on check votre oreille, qu'on regarde qu'est-ce qui ne va pas et tout. Bon, l'oreille qui fait mal aussi. C'est pas normal que l'oreille fasse mal.
Chaque fois que l'oreille fait mal, il faut venir à l'hôpital consulter. Voilà, maintenant je veux revenir un peu sur certains cas, c'est une chose que nous avons. Est-ce qu'il est dangereux de mettre de l'eau dans l'oreille? C'est-à-dire que quelqu'un, on a compris qu'on ne mette pas de coton, qu'on ne mette pas de bûchettes d'allumettes, qu'on ne mette pas de clés, qu'on ne mette pas de capuchons de stylo, mais est-ce que mettre de l'eau dans l'oreille pour nettoyer, par exemple, peut être dangereux? Première question. Ma deuxième question, est-ce que le savon qui coule du bain, c'est-à-dire qui rentre dans l'oreille, peut devenir un problème par la suite? C'est-à-dire qu'on a des cas quand même où on est en train de prendre son bain, pour ceux qui vont utiliser peut-être des shampoings, des trucs moussants là, ça rentre dans l'oreille. Est-ce que à la longue, ça peut devenir un problème? Et pour des personnes qui décident de mettre de l'eau, c'est-à-dire que il met volontairement, je ne parle pas de ceux qui sont en train de prendre un bain et puis l'eau est entrée dans l'oreille. Est-ce que la présence de l'eau dans l'oreille peut devenir un problème? Est-ce que la présence de l'eau savonneuse dans l'oreille, même de manière très légère à la suite d'un bain, peut plus tard causer des problèmes à l'oreille? D'accord, révérend. Pour répondre à cette question, je vais d'abord spécifier qu'il existe, il existe deux cas possibles. Le premier cas, votre tympan est normal, ça veut dire que le tympan, il est bien là, il est intègre et tout. Oui, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème, effectivement. Dans ce cas, l'eau n'est pas dangereuse. D'abord, déjà qu'il existe certains dispositifs en pharmacie qu'on vend pour nettoyer soi-même l'oreille. C'est juste qu'ils sont un peu compliqués à utiliser. Voilà pourquoi on ne va pas trop les conseiller. Mais les blancs les utilisent. Il y a des dispositifs avec des pulvérisateurs pour nettoyer l'oreille, qui va envoyer l'eau dans l'oreille. Et dans ce cas, il y a une manière de tirer l'oreille pour que l'eau entre effectivement et qu'elle puisse nettoyer l'oreille de façon efficace. De même que le savon du bain, en principe, il n'est pas nocif. Si votre tympan si votre tympan est intègre, le savon du bain, lui non plus, n'est pas nocif. Maintenant, si le tympan est perforé, et là, c'est à l'hôpital qu'on va vous dire que non, il y a un trou au niveau de votre tympan. Oui, justement, parce que je voulais en arriver. Est-ce qu'il y a un moyen pour quelqu'un de savoir que mon tympan a un problème? Effectivement, il y a d'abord des signes qui vont vous évoquer que votre tympan a un problème. Déjà, quand l'oreille coule, il faut à tout prévenir. Ça veut dire qu'il y a une perforation quelque part au niveau du tympan qui fait en sorte, qui permet que cette eau-là est en train de s'écouler pour venir vers le milieu extérieur. C'est déjà un des signes. Deuxième des signes, le plus souvent après un traumatisme, par exemple une gifle, un coup de poing, vous vous rendez compte que vous n'entendez plus bien, là c'est dangereux, il faut venir à l'hôpital. Le tympan peut avoir été percé. Donc c'est dans l'un ou l'autre de ces cas-là qu'il ne faut pas. L'eau ne doit pas entrer dans l'oreille où il y a un tympan qui est percé, ni le savon ne doit pas entrer dans l'oreille dans l'oreille d'un tympan qui est percé. Voilà, donc là, ça ne pose pas problème, sauf quand il s'agit justement d'une détérioration du tympan. C'est à ce niveau-là que justement ça pourrait devenir problématique, et on a des éléments qui peuvent nous indiquer que le tympan n'a plus toute son intégrité, si on peut le dire de cette façon-là, et qui devait nous alerter à aller consulter. 696 15 95 88. Voilà, vos messages tout à l'heure, nous allons les traiter. Nous sommes en train de les recevoir, effectivement. Nous allons consacrer un moment pour pouvoir les aborder. Nous allons prendre une légère pause musicale. Voilà, le temps pour notre invité de respirer un tout petit peu. Sa matinée a commencé avec beaucoup de pression. Voilà, et c'est pas toujours évident dans le corps de métier. Donc, nous prenons une petite transition musicale, le temps de souffler un peu, et à la maison, vous aussi, vous continuez à mettre à jour vos messages. Vous connaissez la règle à LMC. Lorsque vous n'avez pas signé votre message, nous n'allons pas le lire. Nous lirons uniquement les messages qui sont signés. Les messages anonymes seront ignorés. Donc, rattrapez ça parce que tout à l'heure, nous allons ouvrir l'antenne. Faithful God, His promises are always yes and amen. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. To the mighty God
are bigger and stronger. Mighty and awesome. You never fail. You are bigger and stronger. Oh God, my victory, my defender. You are bigger and stronger, mighty and awesome. You fight my battles. God will always do what He said He will do. And every time you feel discouraged, I want you to remember the faithfulness of God. Hey, to the mighty God, yeah. Incredible God, where is your love for me? To the mighty God, we serve. Incredible God, where is your love? Yeah, yeah. You say, whenever I call you answer, and you know I know you open wide. Never faithful, never failing God. Never failing God. Uko mwanzo na mwisho. Hey, Alpha na Omega. Mwaminifu ni Yesu, mwenye nguvu ni Yesu. You never fail, no, no, no. You are bigger and stronger, mighty and awesome. You never fail, no, no. Oh God, my provider, God, my promoter. You never change, no, no, no. Oh yeah, mchungaji ni Yesu, mwenye nguvu ni yeye, mwaminifu ni Yesu. Hey, 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 hey. Let's go. If you know that you are a living testimony, lève-toi et chante avec moi. Il est le roi, Jésus est le roi, il est le roi, Jésus est le roi. Oui, dans ma vie, il a fait des grandes choses. Il est le roi. He is the King. Jesus is the King. He is the King. Jesus is the King. Yes, in my life, He has done great things. Hygiène, protection de l'oreille, c'est le sujet bien sûr qui nous rassemble ce matin. Ne vous laissez pas emporter par, n'est-ce pas, ce moment de louange, de célébration. Alors d'enjaillement, comme qui dirait, nous restons dans ce sujet particulièrement sensible et déterminant pour notre santé, pour l'équilibre dans nos familles, parce qu'il nous arrive souvent de faire preuve d'indiscipline, de faire preuve d'inconscience, d'irresponsabilité, même quelque part d'inconséquence. Et je crois que ce matin, à mesure que nous sommes en train d'avancer avec notre invité, la question est en train d'être clarifiée et nous sommes nous-mêmes en train de voir à quel niveau se trouve.
L'hygiène et protection de l'oreille, c'est le sujet qui nous rassemble ce matin, nous le disions tout à l'heure. Il ne faudrait pas que ce moment de joie et d'enjaillement nous fasse perdre de vue le sujet, le Goliath que nous sommes en train de renverser ce matin, parce que vraiment il a l'air particulièrement têtu. Je vois déjà à vos questions que le sujet passionne et suscite pas mal de réactions. Donc nous revenons avec notre invité, le docteur Jacqueline Alimi, qui est spécialiste au réel, avec qui nous sommes en train d'aborder ce sujet. Nous revenons sur les maladies courantes de l'oreille, docteur. Est-ce qu'on peut avoir un peu, pas forcément être exhaustif, mais des maladies, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on rencontre concernant la santé de l'oreille? D'accord, merci pour la question. Les maladies les plus courantes que l'on va rencontrer, là je vais citer les maladies que l'on voit le plus souvent en consultation. C'est déjà de 1, le bouchon de cérumen. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que c'est, cette boule de cérumen là qui va être formée dans l'oreille. Et lorsqu'elle est formée, le plus souvent, elle va nécessiter que vous veniez à l'hôpital pour que l'on fasse un lavage d'oreille. Maintenant, il arrive que certaines personnes aient des bouchons de cérumen à répétition. Genre, tous les 2 ou 3 mois, ils vont se plaindre que non, chaque fois, il faut qu'on lave mon oreille et chaque tout. fois, l'oreille est bouchée. Voilà, chaque fois, l'oreille est bouchée. Chez ce type de personnes-là, il y a un traitement préventif qu'on va prescrire à l'hôpital. On va leur prescrire des gouttes pour qu'ils vont un peu ramollir ce cérumen-là et permettre qu'il s'écoule de façon liquide. Parce que ce cérumen est dû, chez certaines personnes, dû au fait que ce cérumen est trop produit en excès et puis il devient sec. Voilà, juste pour me rassurer que moi-même, en tant que premier concerné, je n'ai pas perdu de vue, le bouchon de cérumen peut être dû à une surproduction de cérumen ou alors à l'utilisation du coton-tige. Effectivement. Ok, parce que justement, il y a des personnes qu'on a rencontrées qui n'utilisent pas de coton-tige, mais qui régulièrement ont l'oreille bouchée. C'est-à-dire qu'après un moment, la personne vous dit, je n'entends plus bien de cette oreille-ci, il faudrait qu'elle aille à l'hôpital pour se faire, vous avez appelé ça, le lavage? Le lavage d'oreille. Voilà, le lavage d'oreille. Ok, donc le bouchon de cérumen, parmi les maladies courantes. Oui, à part le bouchon de cérumen, on a les otites. Ce qu'on va appeler otite, c'est en fait une inflammation de l'oreille. Ça peut être au niveau de l'oreille externe, mais également au niveau de l'oreille moyenne. Cette inflammation de l'oreille là peut être due à plusieurs causes. Le plus souvent, c'est les bactéries. Donc, c'est dû à quoi? Peut-être vous avez gratté l'oreille avec du bic, des clés, tout ça. Bref, vous avez traumatisé on a mis un corps étranger dans l'oreille. Effectivement. Et puis, vous avez traumatisé cette peau de l'oreille là qui est fragile. Et du coup, les bactéries vont proliférer là et elles vont se mettre à infecter l'oreille. Vous allez vous rendre compte que vous avez l'impression que l'oreille est bouchée. L'oreille fait très mal. Et parfois, même, il y a du pus qui va s'écouler de l'oreille. Cette otite peut également être due à des champignons. Ça peut arriver qu'on ait des champignons dans l'oreille. On va les appeler des otomycoses. Et là, il faut venir à l'hôpital. Il faut qu'on lave votre oreille, qu'on enlève ces dépôts-là et qu'on prescrive des gouttes que vous allez mettre dans les oreilles. Les otites peuvent également être dues à des virus. Je crois que la plupart des personnes ont entendu parler du zona. Ça peut aussi atteindre l'oreille. Ah bon? Oui, le zona peut atteindre l'oreille. Et dans ce cas, il faut venir à l'hôpital. Vous allez sentir comme une éruption cutanée au niveau de l'oreille, ou alors l'oreille commence d'abord à faire très mal et puis quelques jours après, vous avez cette éruption cutanée là au niveau de l'oreille qui brûle, qui chauffe. C'est une douleur vraiment. Parce que les gens disent que mon oreille ça chauffe. Voilà, c'est une douleur excessivement intense, donc pour laquelle il faut venir à l'hôpital. Voilà, donc les otites, le bouchon de cérumen, est-ce que qu'en est-il des personnes qui ont comment je vais appeler ça, des douleurs aiguës de l'oreille, c'est-à-dire comme ça, il a très mal, il a l'impression que c'est à l'intérieur de l'oreille. Est-ce que qu'est-ce qui peut expliquer ce cas de figure? Est-ce que c'est le tympan? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est-à-dire que la personne reste, vous entendez la personne crier et dire qu'elle a très mal à l'oreille, parce que c'est ce qui a souvent conduit les gens à faire ce que vous avez proscrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à mettre le manyanga, parce qu'il a une douleur aiguë de l'oreille. Qu'est-ce qui peut expliquer cette douleur aiguë que certaines personnes ressentent souvent au niveau de l'oreille? D'accord. Déjà, il faut comprendre que chaque fois qu'on a mal à l'oreille, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'oreille qui est le problème. Parce qu'il y a certaines structures qui sont autour de l'oreille qui peuvent faire excessivement mal. Comme il y a une articulation entre la mandibule et un os de l'oreille, là, cette articulation a souvent tendance à faire très mal chez certaines personnes. Voilà pourquoi ils vont venir à l'hôpital, on examine l'oreille. L'oreille est normale. Mais on se rend compte que quand la personne essaye d'ouvrir la bouche, tout ça, en mobilisant cette articulation, la personne a mal. Donc, le message à passer, c'est que toute douleur de l'oreille ne vient pas forcément de l'oreille. Voilà pourquoi c'est mieux d'aller consulter. Pour pouvoir mieux localiser, parce que justement, il y a un problème de localisation. Donc, du coup, alors, tous ceux qui vont mettre du manyanga, parce qu'on a dit que quand j'avais mal à l'oreille, j'ai mis le manyanga. Le manyanga m'a aidé. Vous pouvez vous retrouver en train de mettre le manyanga qui opère, qui va dans un endroit justement qui n'a malheureusement aucun problème et vous vous retrouvez dans les difficultés. Donc, bouchon de cérumen, les otites. Voilà.
Et aussi les corps étrangers, comme j'ai dit le plus souvent, ce que vous oubliez dans les oreilles, les morceaux de coton-tige, les cure-dents et tout. Bref, on a souvent aussi ce genre, même les prothèses auditives même, ça entre souvent dans l'oreille. Donc voilà à peu près les grands groupes de maladies qu'on retrouve je vais revenir, peut-être que je vais être un peu têtu comme auditeur, alors comme apprenant ce matin. Nous n'avons pas le droit d'utiliser le coton-tige, nous n'avons pas le droit d'introduire des objets dans l'oreille, mais voilà, je suis quelqu'un qui travaille dans une carrière voilà, de sable, et il s'est retrouvé que accidentellement, pendant qu'on est en train de travailler, il y a du sable qui est rentré dans mon oreille. Je sais quand même, j'essaye de baisser, je nettoie un peu comme on m'a dit, je mets un mouchoir imbibé d'eau sur le petit doigt, mais je constate qu'il y a toujours du sable à l'intérieur. Je fais comment? Il faut forcément que j'aille consulter pour ça, parce que je me disais que mon coton-tige est un peu mou. Ok, je fais comment pour que le reste de ce sable sorte? Il faut effectivement venir consulter. Il faut qu'on vous fasse un lavage d'oreille. Forcément. Forcément. Il n'y a pas de raccourci? Il n'y a pas de raccourci. Oh ben voilà. Donc, quoi qu'il en soit, de toutes les façons, nous allons permettre aux auditeurs de s'exprimer, d'avoir pas mal de questions. Moi, je ne vais pas poser toutes les questions à votre place. On ne vit pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, le docteur est là ce matin. Vous avez compris, otorhinolaryngologiste. Voilà, donc ça concerne l'oreille, ça concerne le nez, la gorge la gorge. Donc il faudrait profiter pour poser toutes vos questions et vos préoccupations, parce qu'après aujourd'hui vous allez payer les frais de consultation. Il ne faudra pas m'écrire après que vraiment révérend le docteur. Donc si vous voulez, c'est aujourd'hui qu'il faut poser vos questions pendant qu'elle est encore là. Après vous allez payer les frais de consultation, il ne faudra pas vous plaindre. Donc nous permettons aux auditeurs de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions continuer. La minute du conseiller face aux auditeurs. Vous avez la parole au plus 237 696 15 95 88, appel direct, SMS ou WhatsApp pour le sujet du jour, hygiène et protection de l'oreille, avec notre invité le docteur Jacqueline Alimé, spécialiste ORL. Nous parlons donc, nous avons parlé déjà, nous avons circonscrit et décrit l'oreille, nous avons, n'est-ce pas, vu le rôle, nous avons vu ce que c'était que le cérumen, le rôle du cérumen, voilà, et pourquoi le cérumen peut varier d'un individu à un autre, sa forme, son intensité, ou alors sa quantité. Nous avons également abordé la question des pratiques, des bonnes et des mauvaises pratiques en matière d'hygiène de l'oreille, et puis voilà, nous avons également amorcé le point sur les maladies courantes de l'oreille. Nous avons appris pas mal de choses. Nous vous donnons maintenant l'occasion, chers auditeurs, de nous rejoindre pour vos questions, préoccupations en rapport avec le sujet. Le principe, vous le connaissez, il demeure. Votre message n'est pas signé. Nous allons simplement l'ignorer. 696 15 95 88. Bonjour à toute l'équipe en studio. J'aimerais savoir, docteur, quand l'eau entre dans l'oreille pendant le bain, comment faire pour enlever? Justine Sonaka. Ben voilà, ça c'est un point que moi j'ai failli oublier. L'eau qui est entrée, je ne dois pas mettre le coton. Je fais donc comment pour que l'eau sorte? D'accord, merci Justine pour la question. Quand l'eau rentre dans l'oreille, en principe, l'eau va ressortir toute seule de l'oreille. L'eau n'est pas censée caler dans cette oreille. L'eau ne va jamais caler dans l'oreille. Maintenant, si après le bain, il arrive que vous ayez cette sensation d'oreille bouchée là, ça ne veut pas forcément dire que c'est de l'eau. Il y a une maladie qu'on appelle l'otite séromuqueuse qui va se manifester par de l'eau plutôt derrière le tympan. Ça veut dire que ce n'est pas en avant du tympan. Si c'est en avant du tympan, l'eau va circuler toute seule, elle va sortir. Mais dès qu'il y a de l'eau derrière le tympan, là, il y a un souci, il faut venir à l'hôpital. Mais cette eau qui entre lors du bain, en principe, elle ressort toujours. Elle trouve toujours la voie. Comment on fait, puisque généralement, au moins dans les minutes qui vont suivre là, on a cette gêne, on la sent. Oui, vous avez cette gêne, peut-être pendant 30 minutes, le plus souvent après 1 heure, elle doit s'estomper. Mais si elle persiste après, perdue plusieurs heures des jours, il faut venir à l'hôpital. Ce n'est pas cette eau-là qui crée le problème. Donc, on n'a pas forcément besoin d'éclairer la tête, elle va sortir, peu importe. Elle va sortir, oui, peu importe, elle va sortir. Ok, Justine Sonaka, nous espérons que vous avez été satisfait. Sinon, vous n'hésitez pas à revenir au 696 15 95 88. Bonjour révérend, bonjour à toute l'équipe en studio. Je tiens à remercier M. Lonke pour la suite du jour qui m'a été très utile. J'ai rencontré des choses similaires cette semaine. Et grâce à l'intervention rapide internicienne, nous avons pu résoudre le problème. D'accord, merci beaucoup. Elisa Lendobon, 696 15 95 88. Bonjour pasteur, je voudrais savoir ce qu'on appelle acouphène. Peut-on en guérir? Si oui, que faire pour éviter les bourdonnements? Madame Rachel de Bonamoussadi.
Voilà. Rachel de Bonamoussali veut savoir les acouphènes, c'est quoi? Est-ce qu'on peut en guérir? D'accord, merci Rachel pour la question. Les acouphènes sont définis comme des bruits anormaux que l'on entend dans l'oreille. Ça peut être des bourdonnements, ça peut être des sifflements et les acouphènes ont une panoplie de causes. Donc les acouphènes, s'il faut rentrer dans ce détail maintenant, les acouphènes ont beaucoup de causes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous venez consulter à l'hôpital pour des acouphènes, bien sûr, il faudrait qu'on examine votre oreille. S'il y a des causes décélables, comme peut-être les bouchons de cérumen, parfois peuvent créer des acouphènes, les champignons dans l'oreille peuvent créer des acouphènes. Là, c'est l'une des causes qui sont le plus souvent gérables. Mais à part cela, il y a d'autres maladies qui peuvent être à l'origine des acouphènes. Et pour les connaître, on va vous demander de faire des examens. On va vous demander de faire une audiométrie tonale ou une impédancemétrie. Ce sont des examens de l'audition pour déterminer en fait quel est le type de maladie que vous avez. Est-ce que les acouphènes peuvent guérir? Je ne vais pas vous mentir, les acouphènes sont plus ou moins difficiles à traiter. Ils sont quand même difficiles à traiter. Il y a un traitement médical qui est préconisé, mais il ne marche pas toujours dans la plupart des cas. Voilà, merci beaucoup docteur. Nous prenons cet appel. Allô? Bonjour, révérend. Bonjour, on vous appelle, comment vous appelez d'où? Ligne de PK13. Ok, ligne de PK13, nous vous écoutons. Alors, je voudrais poser une question au docteur. Je voudrais savoir si elle traite des problèmes de troubles de la déglutition. Les troubles de la déglutition. D'accord. Ce sera tout, ligne. Oui, ce sera tout pour le moment. Après ça, je pourrais poser une autre question. D'accord, ok, je laisse la parole au docteur. D'accord, merci Lynn pour la question. Effectivement, c'est l'ORL qui va traiter des problèmes de troubles de la déglutition. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a le médecin qui est gastro-entérologue qui va également s'occuper des troubles de la déglutition. Mais entre les deux, qui intervient en premier? En fait, il faut comprendre que les troubles de la déglutition sont liés à un problème au niveau de l'œsophage. Et il y a ce qu'on appelle l'œsophage cervical qui est situé un peu plus haut. Donc, la déglutition, on va appeler ça la dysphagie qui a lieu dès le début. En principe, c'est l'ORL qui est censé s'en charger. Mais lorsque le patient a une dysphagie qui survient, que je vais dire quelques minutes un peu plus tard, on se dit que le problème se situe un peu plus bas. Et là, on peut être amené à envoyer le patient chez un gastro-entérologue. Parce que lui aussi s'occupe des problèmes de la déglutition. Mais voilà, Lynn, nous espérons que ces éléments de réponse vous auront apporté satisfaction. Sinon, n'hésitez pas à revenir au plus 237 696 15 95 88. Nous sommes en train de parler de l'hygiène, de la protection de l'oreille. C'est également l'occasion pour nous. Et nous vous encourageons souvent à le faire. Peut-être vous rencontrez des difficultés particulières pour vous-même, pour vos enfants, pour vos proches par rapport à vos oreilles. L'avantage aujourd'hui, c'est que nous avons quand même sur le plateau quelqu'un qui peut répondre au-delà de l'oreille. Donc il faudrait que nous profitions pour poser des questions et éviter surtout qu'après l'émission, vous commencez à nous envoyer. Je reçois des messages. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas Sabitou et je n'aime pas m'arroger des compétences que je n'ai pas. Donc c'est pendant l'émission que vous devez soumettre vos questions et vos préoccupations. L'invité qui est là vous répond en sorte que vous puissiez être éclairé par des voix autorisées. 696 15 95 88. Bonjour révérend et à tous en studio. S'il vous plaît, je voudrais savoir, en parlant du liquide qui sort de l'oreille, j'ai ce problème chaque matin à mon réveil depuis que j'ai eu le problème du mal lorsque j'avais 16 ans. Ok, du mal d'oreille lorsque j'avais 16 ans. J'ai une petite eau qui sort de mon oreille. Que faut-il faire, s'il vous plaît? Joël depuis PK12 et merci pour vos conseils. Donc, là, cette auditrice aurait eu un problème d'oreille à l'âge de 16 ans. Et depuis, chaque matin, si j'ai bien lu, chaque matin, il y a un liquide qui sort de son oreille et elle aimerait savoir, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord, merci Joël pour la question. Le liquide coule dans l'oreille depuis l'âge de 16 ans. Probablement, vous avez ce qu'on appelle une otite moyenne chronique. Donc, pour cela, il faut venir consulter à l'hôpital. Il faut qu'on examine l'état de votre tympan. Et à la suite de ça, on va vous prescrire probablement des gouttes auriculaires qui peuvent être associées ou pas à des antibiotiques en comprimé. Donc, il faut venir consulter à l'hôpital. Il faut qu'on regarde urgemment cette oreille, ce qui ne va pas. Voilà, mais est-ce que, parlons justement d'otite, parce que ça revient régulièrement, est-ce que des complications, alors vous avez parlé d'otite aiguë, est-ce que ça peut arriver à la perte d'audition? Est-ce qu'une otite peut conduire à une perte d'audition? Effectivement, révérend, une otite qui est maltraitée ou négligée peut conduire à une perte de l'audition plus tard. Voilà. 696 15 95 88, c'est toujours Elisa Ndorbon, monsieur médecin.
S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qu'une otite externe? Merci Elisabeth pour la question. L'otite externe, c'est cette otite qui va toucher le pavillon et le canal, ce conduit auditif externe là dont j'ai parlé, dans lequel est produit le cérumen. Donc on appelle cela externe parce que ça touche la partie externe de l'oreille, le pavillon et le conduit auditif externe. Voilà, 696 15 95 88, chers auditeurs, vous avez la parole pour vos questions, pour vos préoccupations en rapport avec le sujet du jour, tout simplement aussi. C'est ça le phénomène de la grâce. Quand la grâce est disponible, on en profite. Donc, les questions en rapport avec le sujet du jour ou en rapport avec les compétences de notre invité. Je crois que j'ai particulièrement apprécié un peu l'approche de Lynn tout à l'heure. On profite et puis voilà, on étend un tout petit peu. On parle de l'oreille, mais puisque c'est une oreille qui est là, voilà, on va profiter justement pour pouvoir être éclairé, pour ne pas avoir à se retrouver en train de traîner plus tard des problèmes qu'on n'aimerait pas avoir. 696 15 95 88. Nous allons prendre une autre pause musicale. Nous permettons à ceux qui ont du mal à respecter la dynamique de se rattraper. Signez vos messages. Vous ne les signez pas, nous terminerons l'émission. Nous terminerons l'émission sans traiter justement vos questions et vos préoccupations. Donc, nous prenons une nouvelle ponctuation musicale pour que les uns et les autres puissent se rattraper, qu'ils s'ajustent. Je souhaite que tout le monde puisse avoir des réponses, mais faisons-le dans la discipline. L'antenne reste ouverte, 696 15 95 88. Vous avez la parole. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant, qui passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Chacun de nous a sa référence. Unis dans nous un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. Maman, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Bien que grand il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence.
ser mais honesto. Era homem potente. 696 15 95 88. Chers auditeurs, c'est à ce numéro-là que vous devez adresser vos questions, préoccupations au plus 237 696 15 95 88. En plus, signez votre message. Nous recevons des messages au mauvais numéro, pas que mauvais numéro, mais pas au numéro qui n'est pas indiqué, et des messages qui ne sont pas signés. Donc, signez votre message pour que nous puissions traiter votre préoccupation. 696 15 95 88. Avant bien sûr de revenir aux questions des auditeurs, je voudrais poser une. Docteur, est-ce qu'on ne peut pas faire des consultations préventives? Parce qu'il faut forcément, parce que c'est aussi une culture que nous avons malheureusement chez nous, c'est quand il y a dysfonctionnement qu'on va à l'hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une espèce de, je ne sais pas si on parlera aussi de check-up, juste pour me rassurer que en réalité mon conduit auditif que ça se porte bien? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un malaise pour qu'on vienne en consultation? D'accord, merci révérend pour la question. Pour répondre à cette question, je vais dire qu'il y a des professions à risque. Il y a certaines personnes qui exercent des professions à risque qui vont entraîner forcément la longue des troubles de l'audition. C'est par exemple ce qu'on va appeler les téléconseillers. Ce sont ces personnes-là qui travaillent avec les casques toute la journée en permanence. Chez ces personnes-là, il est nécessaire déjà avant de commencer ce genre de travail, de venir à l'hôpital, qu'on teste d'abord l'audition pour voir à quel niveau auditif ils sont. Et puis chaque année, de façon annuelle, ils doivent venir à l'hôpital pour faire ce qu'on appelle des visites de routine, pour se rassurer que l'audition fonctionne suffisamment. Mais là, si on parle des personnes qui portent des casques, autant on parle aussi des DJ. Effectivement, c'est-à-dire que tous ceux qui vont mettre des casques sur une certaine durée. Tous qui vont être en contact avec cette exposition prolongée là, à des bruits, toutes ces personnes-là, ils doivent bénéficier d'un suivi annuel. Ceux qui font des travaux. Effectivement, avec des appareils voilà, qui émettent des grands bruits. Ils doivent constamment faire des routines. Mais il ne faut pas attendre parce que justement, si je prends le cas de ces personnes, le jour où ils commencent à avoir mal, ça veut dire que le problème est déjà là. Et le plus souvent, beaucoup perdent leur travail. Parce qu'on a des cas de personnes justement, il n'a pas fait cette consultation préventive. C'est quand il a commencé à avoir des malaises. Parfois, ils ont insisté et quand ils vont à l'hôpital, on leur fait comprendre qu'ils ont perdu peut-être une partie de leur faculté auditive. Et voilà, c'est le boulot qui est parti comme ça. Donc, nous l'avons compris, n'attendons pas qu'il y ait un dysfonctionnement, qu'il y ait un problème pour pouvoir consulter. À titre préventif, quand vous faites un métier qui engage votre oreille de manière régulière, consultez pour vous rassurer que tout se passe bien. Et là, s'il y a un problème, on a la possibilité d'anticiper. 696 15 95 88. Ok, nous continuons. Bonjour révérend, bonjour à toute l'équipe en studio. Merci pour l'émission de ce matin. J'aimerais savoir s'il y a des précautions particulières à prendre au niveau des oreilles quand on va à la piscine. De même, j'aimerais savoir si la sinusite peut être une source de migraine. J'ai constaté que quand je pleure énormément, quelques temps après, j'ai terriblement un mal au niveau du front. Ça fait très mal. C'est deux questions de Ariel de Malanguer. Première question, quelles sont les précautions particulières à prendre au niveau des oreilles quand on va à la piscine? Je voudrais savoir s'il y a des précautions particulières. C'est aussi vrai quand même que l'eau de la piscine est réputée généralement très sale. Est-ce que ça va devenir un problème? Moi, elle a dit la piscine, j'ajoute plus loin. Des rivières qui sont un peu bizarres, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des précautions particulières? Et puis sa deuxième question, elle voulait savoir si, si la sinusite peut être une cause de migraine. Ok, merci. J'ai oublié le prénom. Ariel de Malanguer. Ok, merci Ariel pour les questions. Déjà, les précautions à prendre pour ceux qui font de la nage. Il faut comprendre que lorsqu'on est trop exposé à la nage, il y a ce qu'on appelle la macération du conduit, le canal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'il est trop en contact avec l'eau, vous courez le risque de faire des otites constamment. Donc, ce qu'on conseille le plus souvent, c'est de mettre, il y a des bouchons d'oreille qui sont vendus en pharmacie, qu'on appelle des boules qu'on peut mettre là dans l'oreille lorsqu'on fait de la nage. Bon, maintenant, sinusite et source de migraine. Bon, déjà, c'est deux maladies différentes. La sinusite, c'est une maladie différente. La migraine, c'est une autre maladie. Mais je peux pas demander si la sinusite peut donner des maux de tête. Effectivement, la sinusite peut donner des maux de tête. Voilà. Ariel de Malanguer, nous espérons que vous avez eu réponse. Sinon, n'hésitez pas à revenir au plus 237 696 15 95 88. Merci beaucoup, docteur, pour cette émission. J'aimerais savoir si une infection à l'oreille peut causer une surdité. Dans ce cas, que faire pour l'éviter? Est-ce ponctuel ou temporaire? Bon, c'est vrai que ça ressemble à la question que j'ai posée tout à l'heure, sauf si peut-être il y a de précisions que le docteur va apporter. Je voulais savoir si une infection de l'oreille... c'est vrai que moi j'ai posé la question sur les otites. Je veux savoir si une infection de l'oreille peut causer la surdité.
dans ce cas, comment éviter d'en arriver là? On parte d'une simple infection de l'oreille à la perte, à la surdité. D'accord, merci pour la question. Effectivement, une infection de l'oreille peut entraîner une surdité, que ce soit l'oreille externe, comme on a parlé tout à l'heure des otites externes, mais ce sera une surdité qu'on va dire un peu légère. Ce ne sera pas une surdité grave, le genre où vous n'entendez plus définitivement. Voilà. Donc, mais on évite ça comment? Éviter les infections de l'oreille, c'est déjà, comme on a dit, éviter d'agresser la peau du conduit, éviter de manipuler, de faire les manipulations intempestives avec les cotons-tiges, avec les clés, tout ça là. Et éviter aussi de garder une infection, c'est-à-dire que voilà, se débrouiller au caractère local. Voilà, effectivement, dès que l'oreille, vous sentez que ça ne va pas, venez déjà à l'hôpital. Donc, c'est l'affaire là qui est compliquée chez nous, hein, le réflexe d'aller à l'hôpital. C'est-à-dire que généralement, bon, vous êtes du métier, mais nous, ici à l'émission, on a régulièrement reçu ce problème, que ce soit des spécialistes qui passent. Apparemment, c'est quand c'est devenu trop compliqué à la maison qu'on va venir à l'hôpital. Bon, il faudrait peut-être encore qu'on profite pour sensibiliser sur l'importance d'aller pendant que vous pouvez y aller vous-même. Et de ne pas seulement attendre quand ça devient très compliqué, parce que quand ça devient compliqué, justement, ça va être difficile, chers auditeurs. Depuis tout à l'heure, nous comprenons que dès qu'il y a ceci, il faut consulter. Dès qu'il y a ceci, il faut consulter. Bon, peut-être la question qui va intervenir par la suite, c'est que consulter un spécialiste au Cameroun, c'est plus aussi facile qu'à une certaine époque. 696 15 95 88. Bonjour à vous en studio, soyez bénis au nom de Jésus. Mon petit-fils a souvent mal à l'oreille et il y a écoulement du pus. On a déjà consulté pour cela, mais assez souvent, le problème revient. Il est à noter qu'il a souvent utilisé les cotons-tiges et toutes sortes de choses. S'il vous plaît, conseil, Mama Cathy à Ises Deido. Voilà. Donc, voilà, il y a écoulement du pus. Ils ont déjà consulté et le problème va et il revient. Mais elle précise très bien que son petit-fils a souvent utilisé des cotons-tiges et toute autre chose. Elle a besoin de conseils. Je ne sais pas si elle vient de prendre l'émission, mais en tout cas, c'est la préoccupation de maman Cathy de Ises à Deido. D'accord, maman Cathy, merci pour la question. Déjà, l'écoulement du pus peut avoir plusieurs causes et il faut vraiment qu'on examine l'oreille pour savoir quel est le type d'otite que l'enfant est en train de faire. Parce qu'une otite qui est aiguë, c'est-à-dire qui survient pendant moins de 3 mois, qui vient en épisode répété, mais qui dure moins de 3 mois, va être traitée différemment d'une otite qui va être chronique, donc qui va survenir pendant des années. Donc, honnêtement, il faut venir en consultation, qu'on examine l'oreille, qu'on examine l'état du tympan et qu'on étiquette cette otite-là. Est-ce qu'elle est aiguë, est-ce qu'elle est chronique? Mais là, le premier signal qu'ils ont déjà eu à consulter plusieurs fois et puis ça s'entête. Lors des otites aiguës, ce qui favorise le plus souvent, ça c'est on va dire quoi, c'est l'état grippal à répétition, c'est-à-dire ce sont des enfants qui vont être enrhumés constamment. Ce type d'enfants-là, ils courent le risque de faire des otites moyennes aiguës à répétition. Voilà, maman Cathy, nous espérons que vous avez compris. Sinon, vous n'hésitez pas à nous revenir au 696 15 95 88. Hygiène et protection de l'oreille, c'est le sujet qui nous rassemble ce matin et nous en apprenons énormément sur les problèmes que nous pouvons rencontrer avec nos oreilles, mais aussi les problèmes que nous pouvons nous-mêmes causer à nos oreilles par ignorance ou tout simplement aussi, moi je vais ajouter par excès de calcul parce qu'on veut calculer, on veut prendre des rapprochés, on veut pas aller faire ci, on veut pas aller faire cela. Donc, tout à l'heure vous avez parlé du lavage de l'oreille. Je prends le risque de poser la question. Le lavage de l'oreille, il consiste en quoi? Est-ce qu'il faut forcément un professionnel de santé? Merci révérend pour la question. Bon, le lavage de l'oreille, déjà je vais vous parler à peu près du matériel qu'on utilise le plus souvent. On va utiliser une seringue et un dispositif qui va un peu propulser de l'eau dans l'oreille. Le problème est qu'il y a une technique pour tenir l'oreille et pour la laver, pour que l'eau qu'on va envoyer va directement entrer dans le conduit. Parce que le conduit, il est un peu tortueux, il est en S, il n'est pas tout droit. Donc si vous envoyez l'eau n'importe comment, vous n'êtes pas sûr de pouvoir effectivement atteindre la cible. Donc il y a une technique pour tirer l'oreille et pour pouvoir envoyer l'eau. Et il y a une certaine température que l'eau doit avoir. Donc tout ceci fait en sorte qu'on ne peut pas conseiller aux patients de faire le lavage d'oreille eux-mêmes. C'est un peu délicat. Le plus souvent, c'est un professionnel de santé qui doit le faire. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué l'existence de solutions qui existent en pharmacie. On peut acheter et puis on fait soi-même. Bon, ce dispositif-là, je ne sais pas, peut-être sur 10 oreilles, je ne sais même pas s'il y a 9 qui vont vous les conseiller parce que, bon, on n'est pas trop sûr de l'efficacité expliquer aux patients comment tirer. Et on n'est pas sûr qu'il va justement effectivement, que ce sera efficace. Et c'est aussi dangereux parce qu'on ne connaît pas l'état de votre tympan.
À ce moment-là où vous utilisez ces dispositifs, si le tympan est déjà percé et que vous envoyez de l'eau à l'intérieur, ça va créer d'autres problèmes. Et c'est vrai, et là on va dire, c'est le médecin qui m'a prescrit ça, c'est même lui qui Justement, a mis dans les oui. problèmes. Alors je comprends mieux. Donc ça dit que le médecin, quelque part, il se protège parce que à l'hôpital, c'est mieux parce que s'il y a un souci, on peut réagir rapidement, on peut savoir que voilà ce qui se passe, alors qu'à la maison, c'est pas toujours évident. 696 15 95 88, bonjour révérend, bonjour docteur, merci pour l'émission d'aujourd'hui. Ma fille a constamment mal à l'oreille, surtout lorsque l'eau y entre après le bain. Que faire? Babette de Malanguet, ok, constamment après le bain. Voilà, j'évoquais tout à l'heure les cas de bain où justement l'eau va entrer. Alors, elle aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. D'accord, merci Bette pour la question. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de venir pour qu'on regarde l'état du tympan. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que si le tympan est perforé et qu'on envoie de l'eau au travers de ce tympan qui est perforé, là, ça va créer d'autres problèmes. L'enfant peut commencer à avoir mal et puis plus tard les écoulements de pus et tout. Dans ce genre de cas-là, il est possible que le tympan de l'enfant soit perforé. Donc, il faut venir à l'hôpital. D'accord. Est-ce qu'il y a des interventions chirurgicales comme je sais pas, l'ablation des comment vous appelez ça? Des ganglions, je sais pas. Des amygdales. Des amygdales, est-ce que ça peut affecter justement l'intégrité de l'oreille? L'intégrité de l'oreille, je dirais pas. Mais je vous ai parlé des autres causes qui favorisent, qui peuvent créer une sensation de douleur à l'oreille. Donc, un problème de gorge. Un patient qui fait une angine peut sentir mal à l'oreille alors que c'est pas l'oreille le problème. Effectivement, les opérations des amygdales pendant un certain temps, pendant peut-être 3 à 4 semaines, ça peut également entraîner des douleurs à l'oreille. Voilà, 696 15 95 88, il y a un conseil qui revient régulièrement, il faut consulter chers parents. Le raccourci, vraiment, il faudrait qu'on puisse y veiller. Moi-même, j'ai été opéré d'un début. Ok, j'ai été opéré, je suppose que la question. Ok, moi-même, j'ai été opéré d'un début de goître et j'ai souvent une toux. Je ne sais pas si c'est la cause. C'est toujours Maman Cathy qui revient. Je suppose que sa question c'est de savoir si le goître opéré, je sais que c'est au niveau de la gorge, peut créer justement des problèmes, peut créer des... Je ne sais pas si je vais appeler ça une toux chronique, parce que c'est ce que son message veut dire. Est-ce qu'il y a un rapport? D'accord, merci pour la question, Maman Cathy. Déjà, l'opération du goître, la principale complication qu'on peut avoir, c'est les problèmes de voix. Donc, votre voix peut changer, on va appeler ça une dysphonie. Mais les problèmes de toux, je dirais pas vraiment. La toux peut avoir plusieurs autres causes. D'accord, donc il faut pas forcément il faut lié. faut pas forcément le rattacher à l'opération du goître. Voilà, donc 696 15 95 88, chers auditeurs, il nous reste quand même quelques minutes non négligeables, mais il faudrait que vous puissiez les utiliser à bon escient. Donc, vous voulez qu'on traite vos questions, prenez la peine de les signer, sinon nous allons continuer à les zapper et puis à la fin, vous n'allez pas être satisfait. Il faudrait justement pas que vous vous plaigniez par la suite. 600, ok. Ah ben justement, 696 15 95 88. Voilà, Babette de Malanguet qui revient. L'enfant qui a des problèmes à l'oreille après l'eau du bain. Elle ajoute, elle a eu des amygdales et a subi une opération. Ça partait du mal d'oreille. Voilà, donc ça dit que l'enfant avait mal à l'oreille, a subi une opération. On a opéré. Voilà, et c'est après ça que l'enfant a régulièrement des problèmes avec l'eau du bain. Ouais, dis donc. Ok. Si on peut apporter des éléments supplémentaires, parce qu'il y a d'autres qui reviennent. Bon, en fait, Babette, honnêtement, c'est compliqué. Il faut venir à l'hôpital qu'on essaye de checker quel est l'état du tympan chez cet enfant. Maman Cathy qui revient encore. Justement, c'est comme si elle dit que justement, après son opération du goître, c'est comme si elle a deux voix. Donc, celle qui a parlé de la toux, c'est comme si elle a deux voix. Bon, Maman Cathy, c'est, on va dire, une complication fréquente. Bon, c'est la moins grave. C'est une complication fréquente quand même des chirurgies du goître. Mais là, ça peut changer, ça peut être corrigé à la longue ou bien ça peut s'améliorer ou pas. Mais si c'est déjà sur plusieurs années, elle va devoir vivre avec cette voix comme ça. Et il n'y aura pas plus de complications? Il n'y a pas un risque que... Non. La voix parte complètement? Non, la voix ne va pas partir, mais elle va devoir vivre avec cette voix-là.
Voilà, maman Cathy, donc c'est vrai, il faudrait peut-être préciser si ça fait plus longtemps, si c'est récent, et sinon, bon, au moins la bonne nouvelle c'est que ça ne peut pas être plus compliqué que ce qui c'est déjà là maintenant. Donc soyez déjà rassurés, ça ne peut pas être plus compliqué, vous pourrez vous en sortir facilement. 696 15 95 88, hygiène et protection de l'oreille. Arrêtons avec les habitudes que nous avions, utiliser les cotons-tiges, utiliser le stylo, utiliser comment on appelle ça, la bûchette d'allumettes, utiliser le capuchon du bic, utiliser même le raccourci qu'on prenait en mouillant le coton-tige avec un peu de salive ne règle pas le problème. Il y a là dans ces habitudes de quoi créer plus tard des problèmes du genre bouchon de cérumen, des lésions au niveau de l'oreille qui vont créer des infections qui elles-mêmes, si elles se compliquent, peuvent aboutir à de sérieux problèmes d'audition. Donc soyons un peu plus responsables dans notre comportement si nous voulons éviter que les uns et les autres autour de nous, ou alors que nous-mêmes, nous puissions continuer à subir un certain nombre de choses dans notre vie. Alors, les autres questions, ça, c'est mieux de les poser après l'émission 696 15 95 81, les auditeurs qui veulent venir pour des consultations. Donc, c'est mieux qu'ils nous contactent après l'émission. S'il vous plaît, docteur, surtout vous, si je veux prendre rendez-vous. Donc, vous nous contactez après l'émission. L'information que le docteur va nous donner, nous allons vous la transmettre sans problème. Mais pour l'instant, au moins c'est quand même bien, Joël de PK12, voilà quand même quelqu'un qui décide de faire ce qu'on a dit, peut faire venir consulter une fois. Donc vous nous contactez après l'émission pour être orienté 696 15 95 88. Nous allons prendre une autre pause musicale. Nous voulons vous laisser poser toutes vos questions parce que nous constatons justement que peut-être les uns et les autres qui ont écouté, chacun a profité pour faire le point, regarder ses enfants, ses petits-enfants, se rappeler d'un certain nombre de problèmes. Nous vous laissons un peu d'espace encore. Sinon, nous-mêmes, nous avons des questions. Donc, vous avez quelques minutes encore pour vos questions, vos préoccupations, vos expériences dans ce domaine en rapport avec le sujet du jour ou tout simplement en rapport avec les compétences de notre invité de ce matin. Ces quelques minutes sont à votre disposition pour avoir des éclairages, pour avoir des lumières, pour avoir des conseils et des orientations. Ton amour et rendre grâce pour tes bienfaits, Baba. Oui, je proclamerai tous les jours ta faveur, tes bontés, tes merveilles pour moi. Naroangana de te 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 te, Olimo no 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 no. Naroangana de te 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 te, Olimo no 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 no. In my life you show me favor every day. Daddy, you are a faithful God. Oh. Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, Osamala. Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, oh God of favor. Hey Yahweh, Yahweh, Osamala. Hey Yahweh, Yahweh, oh God of favor. As long as I live, I got the hell you need. Everything where I be, now you did do for
96 15 95 88. Voilà, 696 15 95 88. Hygiène et protection de l'oreille est le sujet que nous abordons ce matin avec notre invité, le docteur Jacqueline Alimé, qui est spécialiste oreille, qui nous apporte pas mal de lumière ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour de telles grâces. Et nous voulons profiter, il faudrait le rappeler, le docteur Alimé n'est pas juste médecin, c'est également une sœur en Christ. Et c'est un point qui est important pour nous au niveau de LMC. Bien aimés, vos compétences peuvent contribuer à bâtir énormément de bien, énormément de confort dans les familles et dans la nation. Et je crois que nous voyons ce matin aux questions, préoccupations des auditeurs qui sont en train de nous contacter ce matin. Voilà, je suis partant. Ok, d'accord. Voilà une autre personne. Je suis partante pour une consultation. Maman Cathy, vous nous contactez après l'émission. 696 15 95 88. Je reviens encore. Quelle est la cause de l'angine qu'on traite? Ça finit quelque temps et après ça revient. Justine Sonaka qui revient. Alors, comprendre les angines, si je peux le dire de manière tout aussi profonde, les angines têtues. On traite l'angine, ça passe, ça revient. Qu'est-ce qui peut en être la cause? Il nous reste quelques minutes, chers auditeurs. Donc, essayez très rapidement pour les derniers qui n'ont pas été satisfaits, arrangez-vous, signez vos messages pour que nous puissions les lire. Donc, nous sommes avec la question de Justine Sonaka. Les angines qu'on traite, ça part, ça revient. Quelle est la cause? D'accord, merci Justine pour la question. Déjà, on va appeler ça des angines à répétition. C'est fréquent chez certaines personnes. Le plus souvent, ce qu'on va conseiller, c'est l'opération chirurgicale. Parce que normalement, les angines ne doivent pas se répéter comme ça là sur plusieurs années, faire plusieurs épisodes d'angines sur plusieurs années. À la longue, ça peut aboutir à d'autres complications cardiaques, rénales et tout. Donc, quand vous avez ce problème d'angine là, déjà, il faut même d'abord se rassurer que c'est l'angine. Parce que quand on a mal à la gorge, c'est pas forcément l'angine. Voilà pourquoi il faut venir consulter un ORL. Il y a les problèmes d'estomac qui peuvent remonter, brûler la gorge et qui peuvent donner la sensation que c'est une angine alors que ce n'en est pas vraiment une. Donc, autrement dit, ne posez pas vous le diagnostic en décidant effectivement, que c'est une angine, oui. Le plus souvent, ce n'est même pas une angine, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas des cas où justement c'est une angine? Elle répète parce que soit il y a eu une erreur peut-être de prescription, ou alors il y a eu le traitement ne convient pas à l'organisme de la personne. Est-ce qu'il peut pas avoir des cas qui peuvent expliquer cette recrudescence de l'angine? C'est un peu rare. Chez ces personnes qui vont faire véritablement des angines à répétition, ils ont le plus souvent ce qu'on va appeler peut-être parfois un terrain allergique. Donc, c'est des personnes qui sont sensibles au froid, c'est des personnes qui sont un peu frileux et tout. Donc, ces personnes-là, la gorge, parce que les angines, c'est en fait les amygdales qui sont gonflées. Et les amygdales, ce sont ces organes-là qui jouent un rôle dans l'immunité. Chez ces personnes-là qui sont censées s'exposer au froid, elles peuvent gonfler, revenir à leur position, gonfler, revenir à leur position normale. Donc, elles vont faire ce qu'on appelle une angine à répétition. Et si c'est véritablement des angines à répétition, c'est enlever les amygdales qui serait la solution de façon chirurgicale. Et ça, peu importe l'âge de la personne? Peu importe l'âge, on le fait chez les adultes. C'est vrai que c'est plus fréquent chez les enfants, mais on le fait également chez les adultes. Voilà, Justine Sonaka, nous espérons que vous avez été satisfaite. Sinon, n'hésitez pas à revenir 696 15 95 88. Hygiène, protection de l'oreille, que ce soit pour les adultes, que ce soit bien sûr pour les enfants. Nous avons un certain nombre de précautions qu'il faudrait prendre. Je voudrais insister encore ici sur la nécessité. Lorsque vous avez commencé à ressentir, on a donné tout à l'heure les symptômes, les signes qui doivent nous alerter que nous sommes en train d'avoir un problème à l'oreille, il faudrait que vous alliez consulter facilement. Je veux dire que vous allez consulter pour qu'on puisse poser un diagnostic et qu'on puisse bien sûr faire une intervention adéquate. Je vais quand même la poser, elle peut être rhétorique, mais je vais quand même la poser cette question. Est-ce qu'on ne peut pas, docteur, je ne vais pas appeler ça s'auto-prescrit, c'est-à-dire je reviens un peu, est-ce qu'on ne peut pas régler son problème par la pharmacie? C'est-à-dire que j'ai une oreille qui démange et je m'en vais à la pharmacie, je leur dis voilà, j'ai une oreille qui démange. Est-ce que c'est une piste que vous recommanderiez comme solution à certains problèmes, à certains malaises qu'on a au niveau de l'oreille? C'est-à-dire parce que j'ai un problème, je m'en vais, je le pose à la pharmacie et ce que le pharmacien m'a prescrit, c'est ce que je vais utiliser. D'accord, merci révérend pour la question. Déjà, c'est une piste que je déconseille fortement de faire parce que le pharmacien n'a pas les appareils nécessaires pour regarder l'oreille et pour cibler exactement quel est le problème. Et puis le plus souvent, on voit les patients en consultation, ils sont déjà passés par la pharmacie, ils ont déjà essayé un traitement pendant 3 ou 4 jours, ils ont même déjà dépensé de l'argent, certains plus de 10 000, d'autres plus de 20 000. Ce qui fait que quand ils arrivent à l'hôpital, on leur dit quel est le traitement adapté
ce sont les plaintes de oh, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas ceci. Alors que si vous étiez venu directement à l'hôpital, on aurait ciblé le problème et proposé la bonne prise en charge. Donc honnêtement, je le déconseille. Donc, il ne faut pas aller. Bon, on peut aussi comprendre, hein, le pharmacien doit vendre son médicament. Je ne veux pas ici fustiger, certainement ils sont en train de nous écouter, mais il y a quand même ce fait. Ça, c'est mon expérience des pharmacies. Quand je dis le pharmacien est là pour vendre son médicament, vous allez venir, vous allez poser un problème de vers, de parasites intestinaux. Il y a le médicament de 5 000, le médicament de 3 000. On va vous vendre le médicament de 5 000. Donc pour moi, cher pharmacien, j'ai compris que ce que vous mettez en avant beaucoup plus, c'est vendre votre médicament. Donc, chers auditeurs, ne prenez pas la responsabilité de vous diriger directement de ce côté. Et puis ce serait dangereux parce que plus tard, vous allez vous retrouver avec des complications. Parce que justement, comme vous le disiez, docteur, on a des personnes qui sont allées beaucoup plus sur la piste de la pharmacie et ça traîne. Et pendant que ça traîne, le mal, lui, il a eu l'occasion justement de gagner en espace, de prendre de l'ampleur. Et le plus souvent, quand il décide de prendre enfin le chemin, parce que le plus souvent, il y a un mauvais jeu qu'on fait. Je m'en vais dans cette pharmacie-ci et généralement, certains vont dans des pharmacies, d'autres c'est le bouche à oreille. Mon neveu avait ça, voilà, et voilà ce qu'il avait utilisé. Et puis, à force de le faire, on se retrouve en train de perdre le temps. Est-ce qu'on n'a pas aussi des cas de résistance? Parce que quand vous parlez de gouttes, je suppose qu'il y a des antibiotiques qu'on va appliquer au niveau de l'oreille. On connaît les résistances aux antibiotiques au niveau du reste de l'organisme. Est-ce qu'au niveau de l'oreille également, on peut avoir des résistances? Il y a des cas de résistance, c'est-à-dire que parce que j'ai passé le temps à tellement tâtonner à gauche, à droite, en mettant n'importe quoi dans mon oreille, est-ce que, quelque part, ça ne peut pas rendre certains traitements inefficaces? D'accord, merci pour la question. Effectivement, on peut avoir certains cas de résistance, mais le plus souvent, on a ce problème-là face aux maladies liées aux champignons. C'est-à-dire les champignons, ils sont déjà d'abord assez résistants, mais on a remarqué que parfois, on prescrit certaines gouttes, elles ne fonctionnent pas. On est obligé de changer maintenant, passer à un autre type de goutte. Simplement parce que malheureusement on avait développé cette culture qui relève certainement de l'indiscipline. Chers auditeurs, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Voilà, nous espérons que chacun aura eu l'occasion de poser ses questions, d'exprimer ses préoccupations. Sinon, nous envisageons, et vous nous dites un message s'il le faut, nous envisageons de négocier notre rendez-vous avec notre docteur parce qu'il y a une autre question qui nous intéresse particulièrement, à laquelle nous avons besoin de ces réponses et de ces lumières. Alors, je voudrais que ça va se décider entre vous et moi, chers auditeurs. Vous nous écrivez si vous tenez absolument que notre invité revienne pour nous parler des troubles de l'audition, parce que là-bas, c'est tout un autre chapitre. On a constaté qu'il y a tellement de problèmes. Il y a des gens qui entendent, qui n'entendent pas, qui entendent en fonction des circonstances. Il y a ci, il y a ça. Nous négocierons avec elle, mais ça dépendra de vous. Vous pourrez facilement nous écrire pour dire oui, nous voulons que le docteur revienne pour une autre émission. Et sentez-vous même libre de nous proposer le sujet. Quel est le sujet que vous voulez qu'elle revienne pour traiter avec nous? En attendant, docteur Jacqueline Alimé, merci d'avoir été avec nous. Nous demandons, je crois que c'est le cas pour tous les auditeurs, un conseil de fin à l'endroit des auditeurs qui nous ont écoutés ce matin. Quel est votre conseil de fin en sortant de cette émission? D'accord, merci révérend. Mon conseil de fin en sortant de cette émission, c'est déjà de bannir les cotons-tiges, de ne pas les utiliser et c'est d'éviter d'introduire tout objet dans l'oreille, que ce soit pour gratter ou pour faire autre chose. Voilà, nous avons compris ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il y a lieu de prendre comme disposition. Nous rappelons que la minute du conseiller, bien sûr, c'est un rendez-vous hebdomadaire et que vous pourrez facilement trouver cette émission d'ici mercredi sur notre canal Telegram. Vous nous contactez après l'émission pour avoir le lien du canal, mais également vous qui nous écoutez, autant vous avez été bénis ce matin par cette disciple de Jésus-Christ qui est médecin et qui a mis ses compétences au service des concitoyens. Voilà, également, vous dans votre domaine, vous pouvez être une bénédiction pour nous. Merci au Seigneur qui nous a permis de tenir cette émission. Nous sommes arrivés au terme. Je suis le révérend Isaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous samedi prochain si plaît à Dieu. Bon week-end et que Dieu vous bénisse.